Bonjour, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans ce numéro spécial de Focus que reçoit pour vous Emily Matman, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, à l'occasion de la célébration de la journée des droits de l'homme, célébrée chaque 10 décembre de l'année, qu'est-ce qui vous marque particulièrement cette année? Alors, le Royaume-Uni reste un grand défendeur des droits humains ici en RDC, mais aussi à travers le monde. Pour nous, nous avons une grande histoire de liberté civile depuis 1200. On a le charte anglais de Magna Carta qui parle des libertés civiles. Donc, c'est quelque chose qui a fondé notre nation et c'est quelque chose que nous continuer dans nos dialogues, nos partenariats avec d'autres pays. Et ici en RDC, c'est clair qu'il y a beaucoup à faire pour les droits humains à travers la question de la justice, du respect des lois, les droits humains pour les femmes et les enfants. Il y avait cette année quelques progrès, par exemple pour la violence contre les femmes. Il y avait deux procès assez importants contre les seigneurs de guerre, le Mai Mai Sheka, mais aussi Chance Mihanga de Sukivu cette année-ci. Et on a vu qu'il y a maintenant les condamnations contre les seigneurs de guerre pour la violence contre les femmes. Et ça, c'est un grand avancement. Mais il y a beaucoup à faire, surtout pour cette question de combattre contre la violence sexuelle. Alors, le droit de l'homme vous concerne aussi. Vous avez parlé de violence sexuelle. Vous êtes très d'ailleurs sensible à cette question. Et quel est votre plaidoyer à ces sujets? Oui, alors, bien sûr, le 10 décembre, c'est la Journée internationale des droits de l'homme, mais aussi c'est la fin des 16 jours d'action contre la violence faite aux femmes et filles. Donc, c'est un jour avec double tête, en fait. Et pour nous, c'est essentiel qu'on avance cet agenda. Et c'est bien sûr de mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. Et pour cela, il faut briser la culture de l'impunité. Et c'est clair dans le pays, dans le Congo, c'est toujours un problème des forces de sécurité qui sont responsables de plusieurs violations des droits humains contre les femmes et les filles, mais aussi partout dans le pays, il y a des cas de viol et agressions contre les femmes et les filles, et c'est ça, il faut arrêter. Et pour ça, il faut respecter les lois, arrêter cette culture d'impunité. Et puis aussi, je pense que c'est une opportunité de continuer l'avancement de l'autonomisation des femmes. Et pour cela, c'est important de continuer l'investissement dans l'éducation des filles. À travers cette éducation, si toutes les filles dans le pays ont accès à une éducation de qualité, ça veut dire que les femmes, quand ils deviennent, les filles, quand ils deviennent femmes, peuvent contribuer beaucoup plus, qui peuvent être beaucoup plus productives dans l'économie congolaise. Et puis aussi, elles vont avoir une meilleure compréhension des droits, de comment elles peuvent accéder aux opportunités. Et cela va aussi avoir un grand impact sur la question de action contre la violence, mais aussi l'importance et l'égalité de rôle des femmes dans la culture ici. Alors, briser la culture de l'impunité, oui, mais qu'est-ce qui doit être fait en priorité? Oui, bon, il y a beaucoup d'efforts pour améliorer le processus judiciaire, mais aussi formation de la police pour mieux comprendre comment traiter un cas qui arrive. Nous, le Royaume-Uni, nous sommes impliqués, bien sûr, d'abord dans la réponse immédiate pour les survivantes au niveau de santé et un appui psychosocial, mais aussi nous avons focalisé sur la question d'accès aux justice. Nous avons beaucoup de projets à l'Est qui soutiennent les femmes à comprendre comment elles peuvent porter plainte si elles veulent et de améliorer l'accès aux femmes à la justice avec les cliniques mobiles qui donnent un conseil juridique. Donc c'est important pour les femmes de comprendre
leurs droits et comment aller avec un procès, mais aussi pour améliorer le rôle, les réactions de la police et des officiers de la justice, de traiter ce genre de cas et d'être sensible aux particularités d'un cas de viol, par exemple. Mais malheureusement, la réalité, c'est que dans beaucoup de cas, c'est difficile à savoir qui était l'acteur de ce crime. Et c'est pour cela qu'il faut continuer à améliorer le respect pour les femmes dans la culture, dans la vie quotidienne. Nous avons aussi des programmes, par exemple à Goma et Bukavu, qui a amélioré l'accès à l'eau potable pour minimiser le trajet que les femmes, et souvent les filles, doivent faire chaque jour pour aller chercher de l'eau. Et en fait, ça minimise le risque, mais ce qu'on doit faire aussi, c'est d'éduquer nos garçons et de respecter le rôle des femmes et des filles dans la vie, partout dans le pays, en fait. Mais par rapport à l'aperçu général sur ce qui s'est fait sur terrain, pensez-vous qu'il y a une nette amélioration sur la question de violence sexuelle? Alors, jusqu'à aujourd'hui, il y a malheureusement toujours les cas qui sont dans le rapport, qui sont notifiés. Mais je vois que pendant les dernières 10 années, il y a beaucoup moins de cas de viol de masse. En fait, on a parlé juste il y a 5 ans, il y avait des seigneurs de guerre ou des groupes armés qui ont commis les viols massifs dans les villages, tout un village. On n'entend plus de cela. Donc, je crois qu'un certain momentum contre ce genre d'action est toujours là. Mais au niveau quotidien, il y a beaucoup plus à faire. Et on peut dire peut-être c'est le niveau de cas qui sont comptés. Ça pourrait être aussi lié au fait que nous parlons plus de cela et que les femmes se sentent plus confortables de dire ce qui s'est passé. Donc, le nombre de cas, ce n'est pas nécessairement une augmentation. Ça veut dire que peut-être c'est un espace beaucoup plus sûr pour les femmes de dire ce qui s'est passé. Et bon, d'ici là, ce que nous devons faire, c'est de continuer avec le travail contre l'impunité. Alors, en parlant de droits de l'homme, avez-vous des inquiétudes particulières par rapport à l'impact de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri? Oui, bon, l'état de siège, au début, c'était vraiment une idée, une initiative de cibler ce qui se passe à l'Est, au Nord Kivu et Ituri, avec les groupes armés, et de faire un grand effort de mettre fin en fait à ces groupes armés. Malheureusement, après 6 mois, on n'a pas vu que la situation a beaucoup amélioré. Donc, je crois que pour nous, mais bien sûr pour la population, il y a des attentes, beaucoup d'attentes, mais pas encore des actions. Donc, je pense que c'est nécessaire d'avoir un plan concret de ce que le gouvernement va faire au niveau militaire et sécuritaire, bien sûr, mais aussi au niveau de stabiliser les communautés et de développement et des opportunités pour la population. Mais aussi, c'est important de rassurer que cet état de siège ne va pas en arrière avec les droits humains. Malheureusement, les rapports, les derniers rapports du Bureau conjoint des droits de l'homme de l'ONU disent que les FARDC et les forces de sécurité sont les acteurs principaux des violations des droits de l'homme. Donc, c'est important que le gouvernement prenne responsabilité pour les actions des officiers et qui mettent frein à l'impunité aussi. Concrètement, qu'auriez-vous souhaité? Nous voudrions un plan concret du gouvernement qui voit comment est-ce que les actions militaires vont être soutenues par des actions civiles, mais aussi un plan de sortie en fait, de cet état de siège. Ça ne peut pas exister pour toujours. Il faut un plan d'avancement et ce genre de plan pourrait être bien soutenu par les partenaires comme le Royaume-Uni. Mais sans plan, on ne peut pas soutenir parce qu'on ne sait pas exactement les objectifs. Et aussi, le gouvernement doit
continuer à allouer beaucoup plus de ressources en fait pour cet effort. C'est pas suffisant, je crois, ce qui était fait jusqu'à maintenant au niveau militaire, mais aussi au niveau du civil. Alors, toujours en rapport avec l'état des sièges, on voit également que les déplacés deviennent de plus en plus des cibles de groupes armés dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Plusieurs sites ont été dernièrement attaqués ces derniers mois. Comment commentez-vous cela? Oui, malheureusement, il y a des déplacés. Chaque mois, il y a des milliers de déplacés dans les derniers mois. C'est nécessaire d'améliorer la protection des civils. Le gouvernement et les autorités de l'État sont principalement responsables pour la sécurité de la population. Donc, si l'état de siège aurait un plan clair pour comment avancer contre les groupes armés et pour stabiliser les zones après les actions militaires, ça pourrait donner des zones beaucoup plus sûres et stables pour la population, soit des déplacés de retourner, mais aussi la population qui reste. Mais c'est jamais acceptable que les déplacés, les civils sont attaqués par les groupes armés. C'est ça pourquoi il faut redoubler les efforts. Alors, parallèlement, les humanitaires sont également attaqués. Oui, en fait, on a eu cette nouvelle hier d'une attaque contre un convoi de le HCR qui était frappant en fait ils étaient escortés par les militaires de la MONUSCO. Et quand même, un groupe armé a attaqué, a tiré des feux contre eux, et ils sont gravement blessés. Donc, c'est clair dans la loi internationale que la violence contre les humanitaires, c'est un crime de guerre. Donc, ça doit être aussi bien inquiété, et j'espère les acteurs seront responsables pour cela, vont faire face à la justice. Alors, avez-vous de recommandations particulières par rapport aux opérations militaires conjointes entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda? Bon, c'est une décision entre les deux pays d'avoir l'appui de l'armée ougandaise. C'est un peu la même chose avec l'état de siège. Il faut bien avoir un plan qui est bien élaboré avec les actions militaires, bien ciblées aux groupes armés, qui protègent bien les civils, qui rassurent l'accès pour les humanitaires, mais aussi qui éclaire ce qui se va passer après. Les opérations militaires sont peut-être une bonne chose, mais ça doit être suivi par des efforts de stabiliser les zones, de rassurer la sécurité et puis d'ouvrir les opportunités pour le développement humain pour toute la population. Donc, s'il y a un bon plan comme cela, ça pourrait être une bonne chose pour la population. Mais c'est ça, tout un plan compréhensif qu'il faut pour avoir un impact durable. Alors, il y a aussi des inquiétudes par rapport à la liberté de la presse à l'approche des élections de 2023. Qu'en dites-vous? Oui, bon, pour nous, pour le Royaume-Uni, la liberté de presse, c'est quelque chose qui doit être respecté chaque jour, en fait. C'est sûr que ça devient en cible pendant les élections, mais en fait, chaque jour, il faut la liberté de la presse de continuer le travail, de rendre redevable le gouvernement, de faire les investigations contre la corruption qu'on a vu récemment avec beaucoup de risques. Les journalistes ou la société civile ont un rôle clé dans un pays de démocratie. Donc la liberté de presse doit être respectée chaque jour. Et d'ici les élections en 2023, je pense que c'est très important de garantir la liberté de la presse, vu que le président a garanti en fait une transparence de ces élections. Le rôle de la société civile, mais aussi les médias, sont clés dans cette ambition d'avoir les élections bien transparentes et crédibles à l'avenir. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre échange. Un message particulier?
Bon, c'est clair qu'il y a beaucoup de défis dans le Congo, mais nous avons vu il y a des progrès, il y a des procès, il y a des actions prises par le gouvernement, mais c'est l'opportunité de redoubler ses efforts dans les zones de conflit, mais aussi dans tout le pays. Et le Royaume-Uni reste un partenaire dans ces objectifs de respecter et améliorer les droits humains pour tous les Congolaises et les Congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous. Alors, ce numéro spécial de Focus est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.